Ne reviens plus jamais, a dit mon père ce soir de Noël, devant la dinde dorée que j'avais payée. Le lendemain, après une nuit sans sommeil, j'ai fait mes valises sans un mot, et je leur ai coupé les vivres. L'électricité, l'eau, Internet, tout. Je pensais que c'était la fin, mais ce n'était que le début de leur vengeance. C'est là que mon propre père a commis l'impensable, quelque chose qui a transformé notre drame familial en un véritable cauchemar. Avant de plonger dans les détails de cette histoire, qui est malheureusement la mienne, j'aimerais prendre un instant pour me connecter avec vous. Dites-moi dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays vous m'écoutez. Et quelle heure est-il chez vous en ce moment? C'est une façon pour moi de me sentir moins seul en partageant ce récit. Maintenant, revenons à ce fameux soir de Noël. L'odeur de Noël est censée être une promesse de paix, une parenthèse enchantée. Dans notre maison de Villefranche-sur-Saône, c'était une promesse que je m'efforçais de tenir seule. L'air était chargé du parfum de la dinde rôtissant lentement, des notes épicées de cannelle et d'orange que j'avais fait mijoter, et de l'odeur fraîche et résineuse du grand sapin qui trônait dans le salon. Chaque année, c'était le même rituel. J'achetais la dinde la plus dodue, je choisissais le sapin le plus touffu, je passais des heures à chercher les cadeaux parfaits pour chacun. J'avais même payé la facture d'électricité qui permettait aux guirlandes de scintiller, créant une magie artificielle dans une maison qui en manquait cruellement. À 24 ans, j'étais le pilier financier, la cheville ouvrière et l'esprit de Noël de cette famille, le tout en une seule personne. Il le savait. Je le savais. Mais c'était notre secret honteux, les fondations fissurées sur lesquelles reposait notre illusion de normalité. J'avais mis en pause mes rêves de devenir photographe, troquant mon appareil photo contre un tablier de serveuse dans un café animé du centre-ville. C'était un travail épuisant, mais il payait les factures. Les contrats de mon père, Hervé, graphiste freelance au talent certain mais à l'ego fragile, se raréfiaient. Il refusait d'admettre que le monde avait changé et que ses compétences n'étaient plus aussi demandées. Ma mère, Brigitte, flottait à travers la maison comme une ombre, experte dans l'art d'ignorer les problèmes financiers tant que son confort n'était pas directement menacé. Alors, le fardeau m'était revenu. Naturellement. Silencieusement. Ce soir-là, l'atmosphère était plus lourde que d'habitude. Ma sœur de 17 ans, Manon, était barricadée derrière l'écran de son téléphone, son refuge habituel contre les tempêtes familiales. Ma mère s'affairait autour de la table avec une gaieté si forcée qu'elle en devenait grinçante. Et mon père était un volcan en sommeil, et je sentais la lave bouillonner juste sous la surface. Le premier signe avant-coureur, la première fissure dans le vernis de la soirée, est venu avant même le dîner. Sur la commode de l'entrée, j'avais soigneusement déposé un grand dossier. C'était ma candidature pour un poste d'assistante dans un studio de photographie réputé à Lyon. J'y avais mis tout mon cœur, toutes mes économies pour imprimer mes meilleures photos sur du papier de qualité. C'était ma porte de sortie, mon billet pour une autre vie. En passant pour prendre l'apéritif, Hervé, son verre de vin rouge à la main, a eu un mouvement soi-disant maladroit. Le liquide pourpre a giclé, formant une large tache écarlate sur la couverture et s'infiltrant sur mes clichés. Oh, zut, a-t-il marmonné, avec un haussement d'épaule. Ce n'est que du papier. Mon souffle s'est coupé. Ce n'était pas que du papier. C'étaient des mois de travail, des nuits d'espoir. C'était mon avenir qu'il venait de souiller. Une rage froide et impuissante m'a envahi, mais j'ai ravalé les mots qui se bousculaient sur mes lèvres. Ce n'est pas grave, ai-je menti, la voix étranglée. Le silence qui a suivi à table était assourdissant, un silence plein de non-dits et de ressentiments anciens. Ce soir-là, chaque seconde qui passait étirait ce silence comme un élastique prêt à rompre. Et je sentais dans mes os que la cassure serait violente et irréversible. Le repas a commencé. Le bruit des fourchettes et des couteaux sur la porcelaine était la seule bande-son de notre drame familial. Hervé attaquait sa cuisse de dinde avec une fureur contenue, comme si la volaille l'avait personnellement offensé. Son silence était plus menaçant que n'importe quel cri. Je sentais son regard posé sur moi, un regard lourd, accusateur. J'essayais de manger, mais chaque bouchée était ardue, comme si j'avalais du sable. Je me concentrais sur la flamme vacillante des bougies, sur les reflets dans les boules de Noël, sur n'importe quoi pour ne pas croiser ses yeux. Puis, le calme précaire a volé en éclats.
Il a laissé tomber sa fourchette sur son assiette. Le claque strident a résonné dans la pièce comme un coup de feu. Manon a sursauté, arraché à son écran. Brigitte a figé, la main en l'air. Mon père a levé la tête et a enfin fixé son regard glacial sur moi. Les lumières chaudes du sapin se reflétaient dans ses pupilles, mais il n'y avait aucune chaleur en lui. Il n'y avait rien. Juste un vide froid et dur. « Tu es un fardeau, Élodie », a-t-il articulé lentement, chaque syllabe pesée pour infliger un maximum de dégâts. Sa voix était basse, presque un murmure, mais elle a tranché l'air comme une lame de verre. « Tu ne peux plus rester ici. » Le temps a semblé se suspendre. Les sons se sont estompés. Un fardeau. Le mot a explosé dans ma tête, anéantissant tout le reste. Moi, un fardeau ? Moi, qui avais sacrifié mes soirées, mes week-ends, mes rêves, pour qu'ils puissent continuer à vivre dans cette maison, pour que Manon puisse avoir les derniers gadgets à la mode, pour que ma mère puisse acheter ses crèmes de jour hors de prix. À cet instant précis, une image a traversé mon esprit avec une clarté insoutenable. J'avais 6 ans, peut-être 7. J'étais tombée de vélo et mon genou était en sang. Je pleurais à chaudes larmes, plus de peur que de mal. Mon père était accouru. Il ne m'avait pas grondé. Il s'était agenouillé, m'avait prise dans ses bras et m'avait portée jusqu'à la maison. Je me souvenais de la sensation de sécurité absolue, du contact rugueux de sa chemise contre ma joue, de son odeur de tabac et d'après-rasage. Il avait murmuré, « Ça va aller, ma puce. Papa est là. » Où était passé cet homme ? Quand était-il mort pour laisser place à ce monstre froid qui me condamnait sans appel ? Le contraste entre le souvenir et la réalité a créé une douleur si vive, si aiguë, qu'elle a court-circuité toutes mes autres émotions. Brigitte a laissé échapper un petit rire étranglé, un son fragile comme du verre qui se brise. Oh, Hervé, quelle mauvaise plaisanterie. C'est Noël. Je ne plaisante pas, a-t-il rétorqué, son regard toujours ancré dans le mien. C'est là que le déclic s'est produit. Ce n'était pas une vague de tristesse. Ce n'était pas une explosion de colère. C'était une rupture. Nette. Propre. La partie de moi qui avait passé sa vie à mendier des miettes d'amour, qui espérait secrètement un « merci » ou un simple regard de reconnaissance, s'est tout simplement éteinte. Elle s'est desséchée et est partie en poussière. Ce qui restait était un calme effrayant. Une lucidité de cristal. J'ai délicatement posé mes couverts de part et d'autre de mon assiette. J'ai relevé le menton. Le bourdonnement de panique dans mes oreilles a cessé. D'accord, ai-je dit. Ma voix était posée, presque neutre. Un simple mot. Mais il contenait une finalité absolue. Ce n'était pas une capitulation. C'était un verdict. Le mien. En prononçant ce mot, je n'étais plus leur fille. J'étais devenue une étrangère à leur table. Et une étrangère n'a aucune dette. Je me suis levée de table avec une lenteur délibérée. Le grincement de ma chaise sur le parquet a été le seul son dans le silence de mort qui s'était abattu sur la salle à manger. Personne n'a dit un mot. Personne n'a fait un geste pour me retenir. J'ai traversé le salon, suis passé devant le sapin scintillant que j'avais décoré avec tant de soin quelques jours plus tôt, et j'ai commencé à monter l'escalier. Chaque marche était un pas de plus vers une terre inconnue. Le couloir de l'étage était une galerie dédiée à la gloire de Manon. Des photos d'elle à chaque âge, à chaque étape de sa vie. Il y avait une seule photo de moi, une photo de classe de CM2 où je portais des lunettes trop grandes et une frange coupée de travers. J'étais une note de bas de page dans l'histoire de cette famille. Dans ma chambre d'enfant au mur jaune que j'avais toujours détesté, j'ai tiré ma vieille valise du fond du placard. Elle était usée, marquée par les quelques rares voyages que j'avais pu m'offrir. J'ai commencé à la remplir, mes gestes précis, presque robotiques. Je ne réfléchissais pas. Je faisais. Plier un jean. Un pull. Mes 2 uniformes de serveuse, raides et sentant encore le café. Je ne prenais que l'essentiel, que ce qui m'appartenait vraiment, ce que j'avais acheté avec mon propre argent. On a frappé à la porte. C'était Manon. Ses yeux étaient bouffis, son visage habituellement parfait était déformé par les larmes. « Tu ne peux pas être sérieuse, Élodie » a-t-elle commencé, sa voix tremblante. «
Tu ne peux pas partir comme ça. Je n'ai pas arrêté de plier un t-shirt. Il m'a demandé de partir. J'obéis, pour une fois. C'est juste une de ses humeurs. Il dit n'importe quoi quand il est en colère, a-t-elle plaidé, s'approchant de moi. Et puis, comment on va faire? C'est toi qui paies tout. Maman ne sait même pas où sont les factures. Le « on ». Encore ce « on ». La panique dans sa voix n'était pas pour moi. C'était pour elle. Pour son confort. Pour son monde qui menaçait de s'écrouler. J'ai arrêté mes gestes et je l'ai regardé, vraiment regardé. Il a dit que j'étais un fardeau. Apparemment, vous apprendrez à vous en passer. Des larmes de frustration ont perlé dans ses yeux. Son inquiétude s'est transformée en colère, une colère qui ressemblait terriblement à celle de notre père. C'est égoïste. Tu penses qu'à toi. Tu vas le regretter. Cette accusation, venant d'elle, a été la blessure la plus profonde de la soirée. Elle ne voyait pas mon sacrifice. Elle ne voyait que la perturbation de sa propre vie. Elle était le produit parfait de l'égoïsme de nos parents. Un sourire triste et fatigué a étiré mes lèvres. La seule chose que je regrette, Manon, ai-je dit doucement, c'est de ne pas l'avoir fait il y a des années. Si vous avez déjà été dans une situation où la personne que vous essayez de protéger se retourne contre vous, vous savez à quel point c'est douloureux. Comment auriez-vous réagi à ma place? Vos avis et vos expériences m'intéressent vraiment, alors n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Et si cette histoire vous parle, pensez à vous abonner pour ne pas manquer la suite de mon combat. J'ai attrapé mon sac à main et la poignée de la valise. En passant devant Manon, elle n'a pas essayé de me retenir. Elle est restée plantée là, au milieu de la pièce qui se vidait, pleurant sur son propre sort. Mon dernier regard s'est posé sur la couette que ma grand-mère avait cousue pour moi avant de mourir. C'était un patchwork de souvenirs, le seul objet porteur d'un amour inconditionnel dans cette maison. J'ai hésité une seconde. Mais non. Je ne pouvais pas l'emporter. C'était une relique d'une vie passée. Je devais partir sans rien qui puisse me retenir. En quittant ma chambre, j'ai laissé derrière moi le fantôme de la fille que j'étais. Une fille qui croyait que l'amour pouvait s'acheter avec des sacrifices. L'horloge de ma vieille Clio affichait 4h17 du matin. J'ai chargé ma valise dans le coffre, le bruit sourd de la fermeture résonnant dans la rue endormie comme un point final. Je me suis installé au volant, mais je n'ai pas démarré tout de suite. Le silence dans l'habitacle était total. Dehors, la maison était une masse sombre, silencieuse. J'imaginais mon père dormant du sommeil du juste, ma mère probablement sous somnifère, et Manon pleurant dans son lit. Et moi? J'étais assise dans le froid, à l'aube d'une vie que je ne connaissais pas. Pendant un long moment, je n'ai rien fait. J'ai juste respiré. L'air glacial piquait mes poumons. Puis, j'ai sorti mon téléphone. L'écran s'est allumé, projetant sa lumière froide sur mes mains. Mes mains ne tremblaient pas. La décision était prise. Il était temps de passer à l'acte. J'ai ouvert ce dossier sur mon écran d'accueil que j'avais ironiquement nommé « Famille et obligations », mais qui contenait en réalité toutes les applications et les liens vers les services que je gérais pour eux. C'était le centre névralgique de leur confort. J'allais le réduire à néant. J'ai commencé par le plus important, EDF. L'électricité. Le cœur de la maison moderne. J'ai navigué sur leur site, un processus que je connaissais par cœur pour l'avoir fait tant de fois pour payer les factures. Mais cette fois, j'ai cliqué sur un onglet différent, résilier mon contrat. Motif du départ, déménagement. Date d'effet, aujourd'hui. Une petite fenêtre de confirmation est apparue. Êtes-vous sûr? Cette action est irréversible. Un sourire fugace a traversé mon visage. Irréversible. C'était exactement ce que je voulais. J'ai cliqué sur « Confirmer ». C'était fait. Le premier fil était coupé. Une sensation de vertige m'a envahi. Ce n'était pas de la peur. C'était de la puissance. Ensuite, Orange. Le pack complet, Internet, télévision, téléphone fixe. C'était la fenêtre de mes parents sur le monde, leur soirée passée devant des séries, la connexion de Manon à ses amis. D'un simple clic, j'ai plongé leur maison dans le silence numérique.
Résiliation effective sous 24 heures. Puis l'eau. Le portail de la SOR. Titulaire du compte, Élodie Morel. J'ai rempli le formulaire de résiliation. Clic, bientôt, les robinets seraient à sec. J'ai continué, méthodiquement. Netflix. Terminé. Canal+. Fini. Le compte Amazon Prime, celui que ma mère utilisait presque quotidiennement pour des livraisons futiles, a été le suivant. J'ai cliqué sur « Ne pas renouveler l'abonnement ». C'était une purge. Une libération. À chaque confirmation, je me sentais plus légère, comme si je me débarrassais de couches de peau morte. Vers 5 heures du matin, j'avais terminé. J'ai posé le téléphone sur le siège passager. J'ai tourné la clé de contact. Le moteur de la Clio a protesté dans le froid, puis a démarré. J'ai quitté l'allée sans jeter un seul regard dans le rétroviseur. Je n'ai pas pris l'autoroute. J'ai préféré les petites routes départementales, roulant sans but pendant près d'1 heure. Les fenêtres étaient ouvertes, et le vent glacial me giflait le visage. C'était comme un rite de passage, un baptême dans ma nouvelle vie de femme libre. Je n'étais pas une fugitive. J'étais une évadée. Mais je savais au fond de moi que mes anciens geôliers n'abandonneraient pas la partie si facilement. La guerre ne faisait que commencer. Le soleil se levait à peine quand je suis arrivée à Lyon. Les rues étaient encore calmes. Je me suis garée devant l'immeuble d'Amélie, dans le quartier animé de la Guillotière. Un seul SMS, je suis en bas. Quelques secondes plus tard, le buzz du déverrouillage de la porte a retenti. J'ai monté les 3 étages, ma valise semblant peser 1 tonne. Quand Amélie a ouvert, elle n'a pas eu l'air surprise. Elle m'a juste regardée, a vu la détresse dans mes yeux, et m'a attirée à l'intérieur pour me serrer fort dans ses bras. Son petit appartement était un chaos joyeux. Des livres empilés partout, une tasse de thé à moitié vide sur la table basse, et son chien, Buster, un beagle hyperactif, qui me tournait autour en jappant de joie. Cet endroit, avec son désordre et sa chaleur, était l'antithèse exacte de la maison froide et faussement ordonnée que je venais de quitter. C'était un refuge. Pendant 2 jours, j'ai existé dans une sorte de brouillard. J'ai dormi 12 heures d'affilée sur son canapé. J'ai pris de longues douches chaudes sans m'inquiéter de la consommation d'eau. Amélie m'a laissé tranquille, me préparant des repas simples, me parlant de tout et de rien, sans jamais me presser de questions. Elle savait que j'avais besoin de temps. La 2e nuit, alors qu'Amélie dormait profondément, je suis restée assise dans le salon, éclairée seulement par la lueur des lampadaires de la rue. C'est là que le barrage a cédé. J'ai pleuré. Silencieusement. Pas de regret. Pas de doute. Juste un chagrin immense et pur pour la famille que j'avais perdue, ou plutôt, pour la famille que je n'avais jamais eue. C'était un deuil nécessaire. J'ai pleuré jusqu'à ne plus avoir de larmes, et quand le matin est arrivé, je me suis sentie vide, mais aussi étrangement sereine. La décision était la bonne. C'était la seule. Le 3e jour, la tempête m'a rattrapée. Mon téléphone, que j'avais mis en mode « ne pas déranger », s'est mis à vibrer sans interruption sur la table. L'écran affichait un nombre absurde d'appels manqués et de messages. Tous de Manon. J'ai ouvert les SMS, le cœur battant. 10h12, Élodie, où es-tu? Maman panique. 11h30, sérieusement, réponds. Ce n'est pas drôle. 13h45, l'électricité est coupée. Papa est en train de devenir fou. Il hurle sur maman. 14h20, le Wi-Fi ne marche plus. S'il te plaît, rappelle. J'ai peur. Mon sang s'est glacé. Puis, le téléphone a sonné. C'était ma mère. Poussée par une curiosité malsaine, j'ai décroché. Élodie, sa voix était une plainte aiguë. Oh, Dieu merci. Quelque chose de terrible se passe. Les lumières, la télé, Internet, plus rien ne fonctionne. J'ai essayé d'appeler EDF, mais ils parlent de résiliation. Je ne comprends rien. Je l'ai laissé parler, savourant sa panique. Puis, j'ai dit, d'une voix que je ne me connaissais pas, une voix plate et sans âme, je n'ai pas payé les factures, maman. J'ai tout résilié. Un silence.
Un silence si profond que je pouvais entendre le battement de mon propre cœur. Je l'imaginais, le téléphone collé à l'oreille, son esprit refusant de comprendre. Puis, d'une voix blanche, à peine un souffle, elle a posé la question qui a signé l'arrêt de mort de toute compassion que je pouvais encore avoir pour elle. Mais, c'était toi qui payais pour ça. Cette question n'était pas une question. C'était un aveu. L'aveu de son ignorance volontaire. L'aveu qu'elle avait vécu pendant des années dans un confort qu'elle n'avait jamais cherché à comprendre, entretenu par une fille qu'elle n'avait jamais vraiment vue. J'ai raccroché. Le clic de la fin de l'appel a été le son le plus libérateur que j'ai jamais entendu. J'ai bloqué son numéro, puis celui de mon père. J'avais gagné une bataille, mais savais-je à quel point ils étaient prêts à se battre salement pour la suite de la guerre? J'ai passé le reste de la journée à essayer de calmer le tremblement de mes mains. Amélie, voyant mon état, a simplement commandé des sushis et a mis un film stupide. Mais même la comédie la plus idiote ne pouvait pas dissiper le pressentiment glacial qui s'était installé en moi. La réaction de mes parents ne serait pas la résignation. Ce serait la fureur. Et la fureur prend des formes laides. Le lendemain matin, la contre-attaque a commencé. Elle n'est pas venue par téléphone, mais par email. Une notification de ma banque, le Crédit Agricole. Objet, alerte de sécurité critique. Une connexion à votre espace client a été tentée depuis un appareil non reconnu. Mon cœur a fait un bond. J'ai ouvert l'email. Les détails étaient là, en noir et blanc. L'adresse IP était localisée à Villefranche-sur-Saône. L'heure de la tentative, 3 heures du matin. Il ne dormait pas. Il complotait. 1 minute plus tard, une autre alerte. Cette fois, de ma compagnie de carte de crédit. Une demande de réinitialisation de votre mot de passe a été effectuée. Puis une autre, de ma boîte email principale. Quelqu'un a essayé de répondre à vos questions de sécurité. Il était systématique. Il essayait de forcer chaque porte, de reprendre le contrôle de ma vie financière, la seule chose qui avait de la valeur à ses yeux. Mon téléphone a sonné. C'était Manon. Sa voix était un filet étranglé. Il est fou, Élodie. Complètement fou, a-t-elle chuchoté. Je l'entendais respirer de manière saccadée, comme si elle s'était enfermée dans un placard. Il est sur ton vieil ordinateur depuis l'aube. Il a retourné ta chambre. Je sais, ai-je dit, la mâchoire serrée. Je reçois les alertes. Il a trouvé le petit carnet bleu de maman, a-t-elle continué, sa voix se brisant. Tu sais, celui où elle notait tout quand on était petite. Tes premiers mots de passe, le nom de ton premier poisson rouge. Il essaie tout. Une vague de nausée m'a submergée. Ce carnet. Un symbole de l'attention maternelle, transformé en un outil de violation. Ma propre mère lui avait fourni les clés pour tenter de me cambrioler. Dis-lui qu'il perd son temps, ai-je réussi à articuler. J'ai changé tous ces mots de passe il y a des lustres. Il n'entrera jamais. Il ne résonne plus. Il crie que tu nous as volés, que tout l'argent que tu as gagné lui appartient de droit parce que tu vivais sous son toit. C'est sa logique. Sa logique tordue et narcissique. Mon existence était une dette. Ma liberté, un vol. Puis, la voix de Manon est devenue encore plus basse. Le pire, c'est maman. Elle est allée prendre le café chez Madame Fournier, la voisine Pipelette. Elle lui a raconté que tu avais fugué avec un homme marié, que tu avais vidé les comptes de la famille avant de partir. Elle pleurait en le disant. Madame Fournier est en train de le raconter à tout le quartier. Le sol s'est dérobé sous mes pieds. Ce n'était plus une attaque frontale. C'était une campagne de diffamation. Il ne voulait pas seulement me punir. Il voulait me détruire. Me salir. M'isoler. Me transformer en paria aux yeux de tous ceux que j'avais connus. Manon, écoute-moi, ai-je dit, ma voix soudainement dure et urgente. Tu n'es pas en sécurité là-bas. Est-ce que ta porte de chambre ferme à clé? Oui, mais... Ferme-la. Et ne sors pas. S'il te crie dessus, s'il essaie d'entrer, tu m'appelles immédiatement. Compris? J'ai raccroché, le cœur battant à tout rompre. Je n'avais pas fui une famille en crise. J'avais fui un nid de vipères.
Et j'avais laissé ma petite sœur derrière moi. Que allait-il faire ensuite, maintenant que la voie numérique était bloquée? Les jours suivants ont été une torture psychologique. J'ai passé des heures au téléphone avec mes banques, mettant en place des niveaux de sécurité supplémentaires. J'ai changé des mots de passe que je n'avais pas touchés depuis des années. Amélie était un roc, me soutenant sans jamais juger. Mais même dans son appartement chaleureux, je ne me sentais plus en sécurité. Je sursautais au moindre bruit dans le couloir. Je scrutais les visages dans la rue. La paranoïa s'installait. La 3e nuit après la tentative de piratage, la menace a cessé d'être virtuelle. Nous étions affalés sur le canapé, regardant un film, essayant d'oublier. Dehors, la ville était calme. C'est là que le premier coup a retenti. Ce n'était pas quelqu'un qui frappait. C'était une percussion. Un coup de poing lourd et violent contre la porte, qui a fait vibrer les murs. Boum. Buster a bondi, aboyant à s'en déchirer les poumons, tous ses poils hérissés. Amélie et moi avons échangé un regard terrifié. Boum. 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 C'était une rage pure, bestiale, qui s'acharnait sur le bois. Tu attends quelqu'un, a articulé Amélie, même si elle connaissait la réponse. Je me suis levée, mes jambes comme du coton. Je savais. Je n'avais pas besoin de deviner. Il m'avait trouvé. Comment? Avait-il suivi Manon? Avait-il fouillé dans mes vieilles affaires et trouvé une lettre d'Amélie? Peu importait. Il était là. Élodie. Je sais que tu es là, sale petite traînée. Ouvre cette porte. Sa voix. C'était un rugissement guttural, méconnaissable. Ce n'était plus mon père. C'était une bête enragée. N'ouvre surtout pas, a haleté Amélie, son téléphone déjà à la main. Je me suis approché de la porte sur la pointe des pieds et j'ai collé mon œil au Judas. La lentille grand angle déformait ses traits en un masque de fureur grotesque. Son visage était congestionné, ses yeux injectés de sang. Il n'était plus en colère. Il était hors de contrôle. C'était la chose la plus effrayante que j'ai jamais vue. Appelle le 17, ai-je murmuré, ma voix tremblante. Amélie parlait déjà à l'opérateur. J'entendais des bribes de sa conversation paniquée. Mon ami, son père, il essaie de défoncer la porte. Oui, il est violent. S'il vous plaît, dépêchez-vous. Elle a dû être convaincante, car la sirène n'a pas tardé. Dehors, le barrage d'insultes continuait. Tu me dois tout. Tout ce que tu as, c'est grâce à moi. Tu ne es rien sans nous. Chaque mot était conçu pour me blesser, pour me faire sentir coupable. Mais ça ne marchait plus. Tout ce que j'entendais, c'était le désespoir d'un tyran qui avait perdu sa chose. Soudain, le martèlement a cessé. J'ai entendu des voix d'hommes, fermes et calmes. Monsieur, veuillez reculer de la porte. Elle est là-dedans. Elle m'a volé, a-t-il crié, sa voix se brisant dans une note de désespoir pitoyable. Monsieur, les mains derrière le dos, s'il vous plaît. J'ai risqué un dernier regard. 2 policiers en uniforme le maîtrisaient contre le mur du palier. Les gyrophares bleus et rouges balayaient le couloir, peignant des éclairs de couleur sur la scène surréaliste. Alors qu'il lui passait les menottes, il a réussi à tourner la tête vers ma porte. Ses yeux ont trouvé le Judas. Tu vas le regretter, Élodie, a-t-il hurlé, sa voix se répercutant dans la cage d'escalier alors qu'il l'entraînait. On ne tourne jamais le dos à sa famille. Je me suis appuyé contre la porte, le front contre le bois froid, et j'ai enfin laissé l'air entrer dans mes poumons. Il avait tort. Tellement tort. En regardant cet homme se faire emmener, j'ai su une chose avec une certitude absolue, la famille, la vraie, ce n'est pas celle qui essaie de défoncer votre porte. Jamais. L'arrestation de mon père a été un électrochoc. Une ordonnance restrictive a été mise en place immédiatement. Il a été libéré sous caution après une nuit au poste, avec l'interdiction formelle de m'approcher à moins de 200 mètres. Pour la première fois, j'avais un document légal, une barrière de papier entre sa rage et moi. Je me suis naïvement dit que c'était peut-être la fin du cauchemar. Que, face à la loi, ils allaient enfin comprendre. Quelle idiote j'étais. J'avais sous-estimé la capacité de nuisance de ma mère.
La vengeance de Brigitte a été plus subtile, plus sournoise. Et, d'une certaine manière, bien plus douloureuse. 3 jours après l'incident, alors que je commençais à peine à décompresser, mon téléphone a vibré. C'était un message de Manon. Mon cœur s'est instantanément serré. Ce n'était pas du texte. C'était une photo. Mon souffle s'est bloqué dans ma poitrine. La photo montrait l'arrière de ma Clio, garée dans l'allée de la maison de mes parents. Le coffre était grand ouvert. À l'intérieur, empilé en vrac, se trouvaient mes biens les plus précieux, mon sac d'appareil photo, la sacoche de mon ordinateur portable, et une boîte en carton contenant mes négatifs et mes disques durs de sauvegarde. Tout ce qui représentait mon rêve. Le message suivant de Manon est arrivé une seconde plus tard, confirmant l'horreur que je pressentais. Maman est en train de tout vider. Elle dit que comme tu es parti, tout ce qui reste ici lui appartient. Elle a trouvé le double des clés de la voiture et la carte grise dans le bureau de papa. Elle va tout vendre au cash converti du centre-ville. Elle dit qu'elle récupère ce que tu lui dois. Une rage froide, d'une intensité que je ne m'étais jamais connue, a déferlé en moi. Ce n'était plus une question d'argent. C'était une profanation. Ma voiture, symbole de mon indépendance. Mon ordinateur, qui contenait des années de travail et de souvenirs. Et mon appareil photo, cet appareil était une extension de moi-même. Le voler, c'était comme m'arracher un membre. Le vendre pour quelques euros, c'était piétiner mon âme. Et c'était ma mère qui faisait ça. Ma propre mère. Je dois y aller, ai-je lancé à Amélie, qui lisait par-dessus mon épaule, le visage blême. Élodie, non. C'est ce qu'elle veut. C'est un piège. Je m'en fiche, ai-je sifflé entre mes dents, attrapant mes clés et mon sac. Elle ne va pas s'en tirer comme ça. Le trajet en bus jusqu'à Villefranche-sur-Saône a été une torture. Chaque minute était une éternité. J'imaginais mes affaires étalées sur le comptoir d'un prêteur sur gage, vendu pour une bouchée de pain. Je suis arrivé juste à temps. Je l'ai vue sur le perron, en train de fermer le coffre de ma voiture. Elle tenait les clés dans une main et la carte grise dans l'autre. Je me suis planté devant elle, barrant le passage. « Qu'est-ce que tu es en train de faire ?» Elle m'a regardé sans la moindre trace de honte. Au contraire, ses yeux brillaient d'un triomphe mauvais. « Je récupère notre dû. Tu nous as abandonnés. Tu as abandonné tout ça. C'est à nous, maintenant. C'est ma voiture. Elle est à mon nom. Je la paie tous les mois. C'est du vol. » Elle a ricané. Un son laid et méprisant. Ne me parle pas de vol. Après ce que tu as fait à ton père. Tu l'as fait arrêter. Tu as détruit cette famille. J'ai regardé cette femme qui m'avait mise au monde. Je n'ai vu aucune mère. J'ai vu une complice. Une profiteuse. Une étrangère animée par la cupidité et le ressentiment. Il n'y avait plus rien à discuter. J'ai sorti mon téléphone. Tu fais quoi encore ? Tu appelles ta sœur pour qu'elle vienne pleurnicher ? Non, ai-je dit, ma voix glaciale. J'ai regardé ma mère droit dans les yeux, mon pouce planant au-dessus de l'icône verte. J'appelle le 17. Pour déclarer un vol de véhicule. Le choc sur son visage a été ma victoire. L'arrogance a laissé place à l'incrédulité, puis à la panique. Tu n'oserais pas. Je suis ta mère. J'ai appuyé sur l'icône. La sonnerie a retenti dans l'air calme de l'après-midi. À chaque sonnerie, son visage se décomposait un peu plus. Gendarmerie nationale, bonjour. Sans la quitter des yeux, j'ai répondu. Bonjour. Je m'appelle Élodie Morel. Je souhaite signaler le vol de mon véhicule, une Renault Clio. La personne qui l'a volée est ma mère, Brigitte Morel. Et elle se tient juste en face de moi, les clés à la main. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un commentaire pour nous dire ce que vous auriez fait à la place d'OP. Vous pouvez aussi écrire simplement le chiffre 1 pour montrer que vous suivez encore. Et dites-nous, vous regardez cette histoire depuis quelle région ou quel pays ? L'arrivée de la gendarmerie, pour la 2e fois en moins d'une semaine devant notre pavillon propret, a été le spectacle du quartier. Les rideaux de Madame Fournier et des autres voisins frémissaient. Ma mère, prise au piège, a tenté une dernière carte,
les larmes de crocodile et le rôle de la mère éplorée, trahie par une fille ingrate. Mais face à la carte grise à mon nom et à mes explications calmes et factuelles, les gendarmes n'ont pas été dupes. Ils l'ont emmenée pour une vérification d'identité et une déposition. Humiliée, elle m'a lancé un regard de haine pure avant de monter dans leur voiture. J'ai récupéré mes clés et mes affaires. Mais en rentrant à Lyon, je n'ai ressenti aucune joie. Juste un vide immense et une fatigue infinie. J'avais gagné. Mais à quel prix ? Le répit a été de courte durée. Hervé a payé la caution de Brigitte dans la soirée. La machine infernale était relancée. Le lendemain matin, j'ai reçu un SMS d'un numéro que je ne connaissais pas. 5 mots, sans ponctuation. Tu vas payer pour ça. Ce n'était plus une menace en l'air. C'était une promesse. Mon téléphone a sonné presque aussitôt. C'était Manon. Sa voix n'était qu'un sanglot. Ils sont revenus. Ils sont fous, Élodie. Complètement fous. Ils se sont hurlés dessus toute la nuit. Papa a cassé une chaise contre le mur. Je l'écoutais, le cœur au bord des lèvres. Et puis, il a dit quelque chose. Oh Dieu, Élodie, j'ai si peur. Il a dit qu'il en avait marre de jouer. Qu'il venait te chercher. Et il a dit qu'il allait finir le travail. Le sang s'est retiré de mon visage. Finir le travail. Les mots flottaient dans l'air, chargés d'une menace mortelle. Il vient de prendre son camion, a-t-elle sangloté. Il est parti en trombe. Je suis sûre qu'il vient chez Amélie. Tu dois t'enfuir, Élodie. Cache-toi. Une partie de moi voulait suivre son conseil. Fuir. Disparaître. Mais une autre partie, celle qui était née dans le feu de ces derniers jours, a dit non. Assez de fuite. Assez de peur. Mais je ne pouvais pas la laisser là-bas. Elle était ma seule famille restante. Ma responsabilité. Non, Manon. C'est toi qui dois partir. Fais un sac. L'essentiel. Je viens te chercher. Quoi ? Non. C'est trop dangereux. Il va te voir. Sa voix a changé. La panique a laissé place à une prise de conscience. Tu as raison, a-t-elle pleuré. Pardonne-moi, Élodie. Pour tout. J'ai été stupide, j'avais peur. S'il te plaît, sors-moi d'ici. Mon plan s'est formé rapidement dans mon esprit. J'ai appelé la gendarmerie de Villefranche. J'ai expliqué la situation d'une voix qui se voulait calme, la menace de mon père, la violation imminente de l'ordonnance restrictive, et mon besoin de récupérer ma sœur, mineure, d'un environnement dangereux. J'ai demandé une escorte, ou au moins une présence visible à mon arrivée. L'officier, qui connaissait maintenant bien notre dossier, a accepté. Le trajet a été un cauchemar. Chaque camion que je croisais me faisait sursauter. Quand je suis entrée dans mon ancienne rue, j'ai poussé un soupir de soulagement en voyant la voiture de la gendarmerie discrètement garée de l'autre côté de la rue. Manon a jailli de la maison dès que je me suis arrêtée, jetant ses sacs à l'arrière. Il n'est pas encore revenu, a-t-elle haleté. Il faut qu'on récupère ton ordinateur, ai-je dit. Nous sommes rentrés en courant. C'est à ce moment-là que les phares du camion de mon père ont balayé la façade. Il s'est garé en travers de l'allée, me bloquant. Il est descendu, le visage déformé par la rage, et a marché vers nous. Le gendarme est sorti de sa voiture, s'approchant calmement. J'ai poussé Manon derrière moi. J'ai affronté mon père. Tu crois que tu es plus maligne que tout le monde, a-t-il grondé. Non, ai-je répondu, ma voix étonnamment ferme. Je sais juste que je vaux mieux que ça. Mieux que vous. Il a levé la main, un spasme de violence traversant son visage. Monsieur Morel, a dit la voix calme du gendarme juste derrière lui. C'est assez. Vous êtes en violation de l'ordonnance. Je vous conseille de remonter dans votre véhicule et de partir. Maintenant. Foudroyé sur place, il m'a lancé un dernier regard. Ce n'était plus de la haine. C'était le vide. Le regard d'un homme qui avait tout perdu, surtout le contrôle. Il a fait demi-tour sans un mot, et il est parti. La guerre était finie. Les mois qui ont suivi ont été un mélange étrange de soulagement et de chaos.
Manon s'est installée avec nous dans le petit appartement d'Amélie. Nous étions à l'étroit, dormant sur des matelas pneumatiques, mais nous étions en sécurité. Et pour la première fois, nous étions une équipe. La reconstruction n'est pas un processus linéaire. Il y a des bons et des mauvais jours. Les bons jours, nous explorions Lyon, nous nous perdions dans les traboules du vieux Lyon, nous partagions une gaufre en riant. Manon découvrait la légèreté. Les mauvais jours, elle se réveillait en sursaut après un cauchemar. Je passais des heures au téléphone avec des avocats et des services sociaux pour m'assurer qu'elle était protégée légalement. Manon a commencé à voir un psychologue, une femme douce et patiente qui l'a aidée à déballer le lourd bagage émotionnel que nos parents lui avaient légué. Elle a appris que l'amour ne devait pas être conditionnel. Elle a appris à dire non. Elle a trouvé un petit boulot de serveuse le week-end, et la fierté dans ses yeux la première fois qu'elle a reçu son propre salaire était un spectacle magnifique. Elle s'épanouissait. De mon côté, j'ai trouvé un travail. Pas encore dans la photographie, mais un pas dans la bonne direction, un poste de vendeuse dans une boutique de matériel photo. J'apprenais, je conseillais, j'étais entourée de ma passion. Le soir, je prenais des cours en ligne pour me perfectionner. Lentement, je reconstruisais mon portfolio, celui que mon père avait ruiné. Un après-midi, un visage familier est entré dans la boutique. C'était Fabrice, un ancien client régulier du café où je travaillais. Un homme gentil, toujours un mot aimable. Il a semblé surpris de me voir là. « Élodie !» Je me demandais ce que vous étiez devenue. J'ai senti mon visage se crisper, anticipant une question sur ma famille. J'ai entendu des rumeurs bizarres à votre sujet à Villefranche, a-t-il continué doucement. Honnêtement, je n'y ai pas cru une seconde. Ça ne vous ressemblait pas, il m'a souri. Je suis content de voir que vous allez bien. Cette conversation n'a duré que 5 minutes. Mais son impact a été immense. La gentillesse simple et la confiance d'un quasi-inconnu ont été un baume sur les blessures laissées par la diffamation de ma propre mère. Cela m'a rappelé qu'il y avait du bon dans le monde, en dehors du cercle toxique dans lequel j'avais grandi. Reconstruire sa vie à partir de ruines est un travail de longue haleine. C'est un chemin solitaire et souvent épuisant. Si vous êtes encore avec moi, c'est peut-être que vous comprenez que les fins heureuses ne sont pas des miracles qui tombent du ciel. Elles se gagnent. Elles se construisent. Brique par brique. Restez jusqu'au bout, car le résultat de cette construction, la paix qui vient après la guerre, est la plus douce des récompenses. Avec nos premiers salaires combinés, Manon et moi avons trouvé notre propre appartement. Un petit 2 pièces. Le jour où nous avons reçu les clés, nous nous sommes assises par terre au milieu du salon vide, et nous avons pleuré. Des larmes de joie, de soulagement, de fierté. Chaque facture que nous payions, chaque meuble que nous montions, chaque repas que nous partagions dans notre cuisine était une déclaration d'indépendance. Nous étions chez nous. Enfin. Le temps a passé. 2 années se sont écoulées, 2 années de travail acharné, de thérapie, de rire et parfois de larmes, mais des larmes saines, des larmes qui nettoient. Manon a obtenu son bac avec mention. Elle n'était plus l'adolescente craintive et effacée. Elle était devenue une jeune femme forte, avec des opinions, des rêves, et une confiance en elle qui me remplissait d'une immense fierté. Elle a été acceptée dans une école de commerce à Grenoble. Le jour de son départ est arrivé plus vite que je ne l'aurais cru. Par une chaude matinée d'août, nous avons chargé ses cartons dans ma Clio, la même voiture qui avait été au centre de tant de drames, mais qui était maintenant le véhicule de notre émancipation. La route vers Grenoble était baignée de soleil. Nous avons mis la musique à fond, chantant à tue-tête et en décalage sur de vieux tubes des années 90. Nous nous sommes remémorés les moments difficiles, non pas avec tristesse, mais avec l'étonnement de ceux qui ont survécu à un naufrage. Nous avons ri de l'absurdité de certaines situations, de la méchanceté de nos parents, non pas pour la minimiser, mais pour lui enlever son pouvoir sur nous. C'était notre thérapie. Le campus universitaire était magnifique, verdoyant, rempli d'étudiants excités. L'énergie était palpable, une énergie de promesse et de commencement. Nous avons trouvé sa chambre dans la résidence universitaire. C'était une petite cellule monacale, avec un lit étroit, un bureau et une armoire. L'odeur de peinture fraîche flottait dans l'air. Pour n'importe qui d'autre, l'endroit aurait pu paraître déprimant. Pour nous,
C'était le paradis. C'était sa chambre. À elle seule. Un espace qui lui appartenait, où personne ne viendrait la juger ou la contrôler. Nous avons déballé ses affaires. Nous avons fait son lit avec une nouvelle couette qu'elle avait choisie. Nous avons rangé ses livres, ses quelques photos de nous et d'Amélie. Chaque objet posé était un jalon de plus sur le chemin de sa nouvelle vie. Quand le dernier carton a été vidé, un silence s'est installé entre nous. Un silence confortable, rempli de tout ce que nous n'avions pas besoin de dire. Puis, Manon s'est tournée vers moi, ses grands yeux brillants d'une émotion nouvelle. Elle s'est jetée dans mes bras, me serrant avec une force qui m'a surprise. C'était un câlin d'adulte, un câlin de gratitude et d'amour profond. « Merci, Élodie », a-t-elle murmuré contre mon épaule, sa voix étouffée. « Merci pour tout. Tu m'as sauvée. » J'ai fermé les yeux, la retenant tout aussi fort, essayant de graver ce moment dans ma mémoire. J'ai reculé pour la regarder. Cette jeune femme incroyable, ma sœur, mon ancre, mon plus grand succès. « C'est toi qui t'es sauvée, Manon », ai-je répondu, ma propre voix tremblante. « Tu es libre, maintenant. » Un rire a traversé ses larmes. Elle a essuyé ses joues et son visage s'est illuminé d'un sourire radieux, un sourire que je n'avais pas vu depuis son enfance. « Toi aussi, Élodie », a-t-elle dit, et ces mots ont résonné en moi avec une vérité profonde. « Toi aussi, tu es enfin libre. » Et dans cette petite chambre impersonnelle, au milieu de la promesse d'un avenir que nous avions conquis de haute lutte, j'ai su qu'elle avait raison. La liberté n'était plus un mot. C'était l'air que nous respirions. Quant à mes parents, leur chute a été aussi discrète que leur vie avait été construite sur des apparences. Sans mon soutien financier, leur château de cartes s'est effondré. La maison a été saisie et vendue aux enchères 6 mois après mon départ. La nouvelle de leur démêlé avec la justice, amplifiée par les commérages de quartier, a achevé de détruire la réputation professionnelle de mon père. Personne ne voulait engager un graphiste instable et connu pour sa violence domestique. D'après ce que Manon a pu savoir par des connaissances communes, ils ont enchaîné les locations dans des appartements de plus en plus petits, de plus en plus loin. Ils se sont isolés, coupés de tout. Parfois, à son anniversaire, Manon recevait un message vocal sur son téléphone, la voix de notre mère, méconnaissable, un mélange confus de reproches, de plaintes et de tentatives de manipulation affective. Manon les écoutait, soupirait, puis les effaçait. Quelques lettres sont arrivées pour moi, transférées par la poste. L'écriture de ma mère sur l'enveloppe bon marché. Pas d'adresse d'expéditeur. J'ai tenu la première dans mes mains pendant un long moment. Une partie de moi, une infime partie, était curieuse. Mais j'ai résisté. J'ai compris que lire ces mots, c'était la laisser entrer à nouveau dans ma tête. C'était lui donner une once de pouvoir. J'ai jeté la lettre, et toutes celles qui ont suivi, à la poubelle, sans les ouvrir. La paix que j'avais si chèrement acquise valait plus que n'importe quelle explication ou fausse excuse qu'elle pouvait contenir. Le pardon n'est pas quelque chose que l'on doit. C'est quelque chose que l'autre doit mériter. Aujourd'hui, je vis toujours à Lyon. J'ai mon propre petit studio de photographie. Je ne suis pas riche, mais je vis de ma passion. C'est un luxe qu'aucune somme d'argent ne peut acheter. Je regarde mon appareil photo, non pas celui qu'on a voulu me voler, mais un nouveau, plus performant, que j'ai acheté avec les bénéfices de mon travail. Il est le symbole de ma résilience. Je repense parfois à ce dîner de Noël. La phrase « Tu es un fardeau » ne me fait plus mal. Elle me fait presque sourire. Quelle ironie! Ils ont jeté la seule personne qui les maintenait à flot, et ils ont coulé. Je n'ai jamais été le fardeau. J'étais leur bouée de sauvetage. Et ils l'ont crevé eux-mêmes. Si mon histoire vous a parlé, si vous avez vous-même dû naviguer les eaux troubles des relations familiales toxiques, sachez que vous n'êtes pas seul. La décision de s'éloigner est souvent la plus difficile, mais aussi la plus salvatrice. Partagez votre propre expérience de résilience dans les commentaires ci-dessous. Votre histoire peut être la lumière dont quelqu'un d'autre a besoin pour trouver son propre chemin. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner pour d'autres histoires sur la force de l'esprit humain. Je ne ressens plus de colère. Juste une paix profonde. Je ne suis plus la colonne vertébrale qui soutenait un édifice en ruine. Je suis l'architecte de ma propre maison.
Une maison construite sur des fondations solides de respect de soi, de paix intérieure et d'amour choisi. Et chaque jour, j'y ajoute une nouvelle pierre.